perspective de la prédation est sans doute inscrite dans la mémoire collective de toutes les antilopes. Chaque espèce a trouvé des parades, mis en œuvre des stratégies pour que les prélèvements de prédateurs se réduisent à des accidents qui concernent les individus, mais sans affecter l'existence de leur famille animale. Dans la lutte qui oppose quotidiennement les prédateurs aux herbivores, la compétition semble souvent inégale. Il y a une antilope en particulier qui semble condamnée au rôle d'éternelle victime, c'est le gnou. En dépit de sa taille, tous les grands prédateurs inscrivent un jour ou l'autre cette antilope à leur menu. On peut penser que c'est la nature opportuniste des fauves qui les pousse à se rabattre de préférence sur une proie plus facile, une sorte d'antilope manquée, mal adaptée aux dures réalités de la savane. La vérité est beaucoup plus nuancée. Si le gnou représente effectivement partout où il est présent une part substantielle de la biomasse consommée par les carnivores, c'est paradoxalement en raison de son succès. Dans les espaces qu'il a conquis, le gnou surpasse en nombre tous les autres herbivores. Il faut voir dans ces fils résignés autre chose que les silhouettes disgracieuses d'animaux à l'allure quasi préhistorique. Le gnou est une antilope et il a toutes les qualités stratégiques et morphologiques de sa famille. La meilleure stratégie que les espèces puissent opposer à leur difficulté à exister, c'est celle de l'obsession à se reproduire. Elle se prépare et se manifeste différemment selon les antilopes. Celles-ci sont des kobs, et plus précisément des kobs de buffon. Ils rappellent l'impala, mais en plus massif. Pour parvenir à leur fin, les mâles ont une stratégie très particulière. D'abord, ils se sont répartis le territoire. Ils l'ont divisé en petites surfaces qui sont autant de places de rut. Ensuite, chaque mâle prend le contrôle de l'une d'elles et s'efforce d'y attirer une femelle. Le problème de celui-ci, maintenant, c'est d'être assez convaincant pour que sa compagne d'un instant n'aille pas voir sur le territoire d'à côté. Ce grand mâle va mettre en œuvre sa stratégie de conquête. Il procède selon un cérémonial préétabli qui consiste à suivre la femelle en lui marquant son intérêt par le contact d'un membre antérieur. Si c'est le mâle qui mène le jeu et qui règne en apparence sur cette petite communauté, c'est plutôt le comportement des femelles qui conditionnent en fait la stratégie vitale du groupe. Elle est fondée sur un comportement plutôt casanier. Les femelles n'ont quasiment pas quitté l'endroit où elles sont nées et où elles ont grandi. Si celle-ci donne bientôt naissance à une femelle, elle en fera de même. De génération en génération, des lignées d'hippotragues se cantonnent ainsi à une zone déterminée, qui peut faire 10, 20 km².
Elles en connaissent toutes les ressources, les dangers, et se transmettent indéfiniment ce savoir de mère en fille. Comme la mort peut emporter l'une ou l'autre à tout moment, les antilopes doivent se montrer efficaces pour renouveler en permanence leurs effectifs. Il leur faut bien choisir le moment de l'accouplement, car dans cette famille animale, on ne porte qu'un jeune à la fois, et il naît au terme d'une longue gestation, de 6 à 9 mois selon les espèces. Il n'y aura donc pour chaque femelle qu'une seule naissance par an. Il faut qu'elle intervienne quand les chances de survie du jeune seront les meilleures. La meilleure façon pour une gazelle de Thomson de protéger son jeune, c'est paradoxalement de s'en éloigner, de le laisser tout seul au milieu de la savane. Cette stratégie étonnante s'avère extrêmement efficace. Elle repose sur une idée simple, ne pas attirer l'attention des prédateurs. La petite gazelle a 2 atouts pour rester discrète. D'abord, la couleur de sa robe. Dès que le petit sera couché et immobile, il se confondra avec la végétation. Et surtout, il ne dégagera aucune odeur, car ses sécrétions odorantes sont neutralisées. Les glandes qui les commandent restent inactives durant cette phase particulièrement dangereuse de sa vie. La gazelle de Thomson passe beaucoup de temps à se nourrir et à ruminer. Mais en restant toujours aux aguets, elle ne ferme jamais les yeux plus de 5 minutes. L'animal ne dort pratiquement pas. Une gazelle de Thomson en bonne santé consacre moins d'1 heure par jour au sommeil. Elle reste toujours prête à bondir. Cette forme de saut caractéristique, le dos arqué et les pattes raides, n'a pas d'intérêt en tant que tel. Il ralentit plutôt la course. Il relève d'une stratégie d'alerte. La gazelle informe ainsi les alentours de la présence d'un danger. Exclus de la harde dès leur adolescence, les impalas se retrouvent en groupe de célibataires, attendant de pouvoir à leur tour convoiter des compagnes. Quand les jeunes mâles vivent ensemble, ils s'affrontent quotidiennement. C'est d'abord pour s'aguerrir. C'est aussi un moyen pour chacun de prendre ses marques, de s'évaluer, avant les échéances plus sérieuses où il faudra lutter cette fois pour la prise de contrôle d'une harde. Qu'il s'agisse de simples entraînements entre célibataires ou de vrais combats opposant des mâles territoriaux, ils prêtent rarement à conséquence, quelle que soit leur intensité. Les blessures provoquées par les cornes sont fréquentes, mais sans gravité. Lors de ces affrontements, c'est la tête et l'encolure de l'animal qui sont exposées. Or, à ces endroits, la peau de l'impala est sérieusement renforcée par une surépaisseur. Ce que les combattants ont le plus à craindre finalement, c'est la perte d'une corne. Ces appendices de kératine se développent lentement, et s'ils cassent, ils ne repoussent jamais. Ils n'ont rien à voir avec les ramures des cerfs, qui, elles, sont constituées de matière osseuse. Chez de nombreuses espèces d'antilopes, la corne se retrouve aussi bien chez le mâle que chez la femelle. C'est le cas pour ces gazelles de Grant. Ces longues cornes droites sont un élément essentiel de la stratégie défensive de l'oryx. Il sait s'en servir et peut à l'occasion embrocher un prédateur. Ce peut être aussi une arme pour se mesurer avec ses congénères, comme le font toutes les gazelles. Mais c'est plus rare, car sous l'arbre, il y a un maître mot, on s'économise. Il n'y a vraiment que la peur, pour soi ou pour son petit, qui fasse courir. Pour ne pas vivre en stress permanent, la petite antilope s'est rendue capable d'estimer avec précision la réalité du danger. Ainsi, un chacal, qui s'en prend volontiers à une jeune gazelle, ne représente pas de menace réelle pour un mâle adulte. Les circonstances de la rencontre avec le prédateur déterminent le comportement à adopter.
La stratégie est toujours la même, la fuite. Ce qui change, c'est la distance de sécurité en deçà de laquelle on la déclenche. Dès qu'elles sont adultes, les gazelles de Thomson ne cherchent plus à se dissimuler à leurs prédateurs. Elles ont même tendance à l'accompagner dès qu'elles l'ont détecté. En le gardant à vue, elles restent maîtres du jeu. Toute la subtilité de la stratégie réside dans la notion de distance raisonnable. Elle change considérablement en fonction du terrain, du prédateur et du moment de la journée. Dans ces conditions matinales, un guépard en terrain découvert impose une distance de sécurité d'au moins 300 mètres. Les gazelles appartiennent en fait à une sous-famille d'antilopes qui regroupe des animaux de petite taille et à la stature plus grêle. Indépendamment de leur qualité de vitesse, de réaction ou de discrétion, elles ont un handicap par rapport aux espèces plus massives, leur taille. Il y a une règle dans la savane. Plus on est petit, plus nombreux sont les prédateurs qui vous convoitent. La prudence pour la gazelle, c'est de considérer a priori que tout carnivore qui s'approche d'elle peut représenter un danger potentiel. Elle a organisé sa vie en conséquence.